Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que pour beaucoup vous connaissez et qui, en tout cas pour tous ceux qui appartiennent à la galaxie souverainiste, qui sont quand même la majorité de la chaîne, vous n'avez pas pu le louper. Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc, alors, comme il y a déjà plus de suspense depuis plusieurs jours, on va pas jouer au jeu de l'intervieweur et de l'interviewé, vu que nous sommes sur la même liste électorale, sinon ça ferait quand même un drôle d'effet. C'est d'ailleurs pas la première fois que nous sommes sur la même liste électorale, donc nous avions déjà travaillé sur les régionales ensemble, et là nous sommes aux européennes sur la liste de coalition qui réunit entre autres les Patriotes via la Voix du Peuple et plusieurs personnalités de société civile et, j'espère, plusieurs autres groupes amicaux qui viendront au fur et à mesure de la campagne. Alors, euh, on va commencer par une question, à mon avis, que certains se posent. Vous étiez plutôt connu, Jean-Frédéric, pour principalement des sujets de bioéthique. Vous avez été parlementaire en plusieurs années. Vous avez été à la commission, je crois, la commission des lois, si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et vous étiez illustré, en tout cas, c'est le souvenir qu'il y a chez beaucoup de militants, sur la bioéthique et sur les libertés publiques. Alors, question, comment on en vient de tout ça au Frexit? Or, c'est vrai que le parti que j'ai l'honneur de présider, qui a maintenant 23 ans depuis quelques jours, a été fondé sur l'idée de défendre la dignité de la personne humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. C'est inscrit dans nos statuts. Et que cette orientation initiale, nous sommes des chrétiens sociaux, notre parti n'est pas un parti confessionnel, mais s'inspire ouvertement de la pensée sociale chrétienne. Et cette orientation initiale nous avait plutôt tourné vers les sujets liés à la dignité de la vie, au respect de la vie et aux conditions de vie. C'est pour ça que nous avons, pendant très longtemps, concentré notre énergie sur effectivement les sujets de bioéthique qui étaient dans le cœur d'actualité en France pendant une quinzaine d'années, des années 94 aux années 2010 à peu près. Il y avait des textes à répétition, d'ailleurs ils reviennent ces temps-ci. Et puis sur des sujets qui provoquaient un certain nombre d'incompréhensions chez certains de nos interlocuteurs ou de nos alliés. Nous nous sommes beaucoup occupés de la condition des détenus, par exemple, ou des fragilités sociales, enfin des choses qui nous tiennent à cœur, et qui fait que sous le rapport du respect de la vie, nous sommes considérés comme des conservateurs, ce que nous assumons parfaitement. Et sur d'autres sujets comme le partage, le dialogue social, le respect des plus faibles, nous sommes plutôt considérés comme des gauchistes par un certain nombre de libéraux. Mais un des fils conducteurs de l'histoire de notre parti, c'est que nous avons toujours combattu tous les traités de l'Union européenne, depuis Maastricht jusque les derniers en date auxquels le Parlement a dû donner son avis, c'est-à-dire le traité de Berlin en 2012 et le protocole de Londres, vous savez, le fameux texte qui oblige les entreprises françaises à déposer en anglais leurs brevets, même en France. Mhm. Ça, c'était porté par Valérie Pécresse à l'époque. Donc, de manière constante, nous avons rejeté, comment dire, ces traités. Nous nous sommes réjouis de la victoire du non en 2005. Et puis, très régulièrement, nous avons combattu l'idée de cette Union européenne qui est en fait une espèce de destructeur de liberté pour le peuple français. C'était pas le cœur de notre combat, de nos combats, mais ça a été toujours présent dans notre histoire politique. Et puis, ça nous a conduit à adopter des positions critiques sur l'Union européenne, mais jamais jusqu'à imaginer que il faudrait en sortir, puisqu'il y a encore quelques temps, nous étions convaincus qu'une réforme de l'intérieur ou des systèmes de blocage, d'inflexion des politiques publiques de l'Union était possible par le jeu de combinaisons politiques majoritaires, etc. C'est ce que défendent encore un certain nombre de nos concurrents dans cette élection européenne. Et puis, il s'est passé ce qui se passe maintenant en Europe depuis 6 ou 8 mois, c'est-à-dire une espèce d'accélération absolument folle, comment dire, de cette institution qui démontre, je suis sur le point de dire une fois pour toutes, qu'elle n'est pas prête elle-même à respecter ses propres règles. Et donc la conclusion qu'on peut en tirer immédiatement, c'est peut-on réformer de l'intérieur
une institution qui refuse de respecter ses propres règles? Ben, la réponse est dans la question, c'est de le dire, c'est non. Donc, plutôt que de continuer à entretenir de manière illusoire un système que de toute façon on ne pourra pas faire évoluer, il faut maintenant saisir directement le peuple français sur le point de savoir si on doit y rester ou pas. Et compte tenu du carcan que fait peser cette institution sur le peuple français, euh, petit à petit et de manière pragmatique et réaliste, nous nous tournons de plus en plus vers la possibilité ou la nécessité même de sortir de l'Union. Même si, pour terminer cette réponse à votre question initiale, lorsque j'ai publié mon livre qui s'appelle La Voix avec un avec un X pardon du peuple à l'automne 2020, il y a donc 3 ans et demi, j'avais déjà signalé que je considérais le Frexit comme une issue possible, en tout cas qu'il ne fallait pas évacuer du champ politique, même si je pensais que à la fin du compte, d'en faire un préalable à toute forme d'évolution politique paraissait un peu périlleux. Voilà, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus déterminés, beaucoup plus à l'aise avec cette idée que le mieux est quand même d'en finir avec tout ça. Donc, au moins demander aux Français leur avis sur cette question. Voilà comment on se retrouve dans ce Oui, bien sûr. périmètre. C'est le, donc, ça va être disons, des questions de campagne un peu comment dire, d'usage sur les campagnes électorales, mais de toute évidence, il y a une double stratégie de communication publique autour de cette élection. La première, c'est tout simplement l'édredon, alors qui devra à un moment trouver une fin, c'est-à-dire vers, je crois, le 15 avril, il y a un début enfin disons, de mise en place de règles de temps de parole. Mais jusque-là, il faut être honnête, la campagne européenne, les journalistes ont décidé qu'en dehors de l'antagonisme Bardella-Macron, point de salut, ça c'est la première stratégie. La deuxième, c'est de prendre tout le reste comme quantité négligeable. Quel thème porter et comment les porter face à une élection qui, en dehors de la part de spectacle que les médias français entendent produire eux-mêmes, que les médias français ne relayeront certainement pas, parce que c'est vers ça qu'on semble s'orienter. Je crois comme vous que, enfin, je vois la même chose que vous. J'observe ce même décor de campagne, si j'ose dire, qui se met en place petit à petit et qui prévaudra probablement jusqu'à ce que les temps de parole soient un peu mieux répartis, de manière un peu plus équitable, et même, ça promet même de durer même au-delà, pour Mmh. être clair, parce que ça arrange Je tout le crains, monde. oui. Mais peu importe. Deux remarques. La première, c'est que nous portons dans cette coalition souverainiste des thèmes qui, je crois, entrent en résonance avec les aspirations du peuple français. Euh, les 4 principaux thèmes sur lesquels nous avons construit cette coalition, le premier d'entre eux, c'est la volonté de la paix. Et j'observe que dans ce que je comprends des enquêtes d'opinion qui sont faites auprès des Français ces temps-ci, tant à Gaza qu'en Ukraine, qui sont les 2 conflits qui nous occupent, même si malheureusement il y en a beaucoup d'autres dans le monde entier, en ce moment, l'aspiration des Français, c'est quand même qu'on n'entre pas dans une espèce de folie de Troisième Guerre mondiale et de... bon, or, un certain nombre d'esprits extrêmement belliqueux semblent vouloir nous y entraîner à tout prix, faire semblant de vouloir nous entraîner, mais en matière de diplomatie et de géopolitique, quand vous faites semblant, vous faites déjà. On ne fait jamais complètement semblant dans ce genre de Oui, matière. oui, Donc tout il à y fait. a un péril qui plane au-dessus de nos têtes et que les Français refusent. Nous serons la seule liste à défendre, et nous sommes la seule liste à défendre la perspective de la paix pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde, dans le contexte où nous sommes. Deuxièmement, nous avons mené avec les Patriotes, d'ailleurs assez seuls, depuis 4 ans, un combat énergique pour la défense de nos libertés individuelles et collectives. Ça nous a emmené parfois jusqu'au Conseil d'État. J'ai dû y aller moi une dizaine de fois pour contester les décisions gouvernementales. Et on est continué, parfois même jusqu'aux juridictions européennes pour essayer de faire respecter la liberté du peuple français contre son propre gouvernement, notre propre gouvernement. Et là encore, je crois que ça correspond à des aspirations profondes des Français qui n'acceptent pas. Alors ils n'acceptent pas, ils le font mollement quand ils n'acceptent pas. J'en suis parfaitement conscient, mais enfin, il y a une espèce de fond comme ça
de chape de plomb, comment dire, que les gens ressentent de plus en plus. Et là encore, le fait de défendre la liberté entre en résonance avec ce qu'ils souhaitent. Troisièmement, il y a toute cette affaire d'attaque conjointe de la Commission de Bruxelles et du gouvernement français ces jours-ci. On a entendu le ministre de l'économie nous expliquer qu'il fallait penser à mettre sous condition de ressources le remboursement des soins et des frais de santé. Le Premier ministre a expliqué qu'il fallait réformer l'assurance chômage et la confier à l'État plutôt qu'aux partenaires sociaux et passage à raboter les indemnités. Donc les attaques contre notre modèle social sont permanentes. La réforme des retraites était, on le sait, à la fois exigée par Bruxelles et de manière lâche acceptée par le gouvernement français. Et donc tout ça, là encore, les Français ne veulent pas être dépossédés de ce qui est un de leurs héritages sociaux. Alors on peut critiquer beaucoup le système social français, mais enfin en attendant, il est universel, tout le monde en profite et c'est très bien comme ça. Même s'il faudrait en réformer la gestion, revoir un certain nombre de critères d'attribution, tout ça est d'accord. Le principe, en tout cas, doit être maintenu, coûte que coûte, pour le coup, contre l'avis de Bruxelles et contre notre gouvernement. Et là encore, ça rejoint l'aspiration des Français. Et puis, dernier point, ce qui est le plus surprenant, au bon sens du terme, j'étais avec Nicolas Villal de Toxin, que nous connaissons bien pour enregistrer une D'accord. émission diffusée le vendredi 12 avril au matin. Et il me montrait dans la conversation un sondage sur le Frexit dans les différents électorats, comment dire, des formations politiques de France et de Navarre. On se rend compte qu'en fait, à peu près un tiers des Français sont favorables au Frexit alors que personne n'en parle et qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, mais le mot ne fait plus peur, c'est ça que j'en retiens comme conclusion. Et deuxièmement, les Français ont compris depuis maintenant quelques mois, sinon quelques années, c'était l'objet d'un débat que nous avons partagé, cher Pierre-Yves Rougeron, à Télé Liberté il y a quelques semaines, Tout à euh, fait. que l'Europe leur fait payer plus cher l'énergie, leur coûte de l'argent, les appauvrit, les étrangle, et donc tout ça devient insupportable. Donc sur chacun des quatre thèmes principaux de notre campagne, au Mm. fond, je pense que nous sommes en phase avec l'aspiration d'un grand nombre de Français. Nous ne pouvons pas compter sur les médias mainstream, comme on dit en français, pour nous faire entendre pour le moment, donc nous passons par le côté, si j'ose dire. On fait du cadrage débordement, comme on dit au rugby, un crochet extérieur, et on va vers les médias, la sphère des médias dits alternatifs, qui rassemble peut-être un petit peu moins d'auditeurs en cumul que les médias mainstream, mais qui jouit d'une crédibilité beaucoup plus importante auprès de leur auditorat. Donc, souhaitons qu'en tout cas, par ce biais, nous puissions être entendus. Il, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais à la fois votre sentiment et votre expérience, parce que vous avez quand même une vie publique de près de 30 ans au moins de vie publique, et disons à différentes échelles, et vous avez connu à peu près tous les courants de la droite française au gouvernement. Or, il y a quelque chose, j'allais dire de pourri au royaume du Danemark, mais il y a quelque chose de très surprenant qui s'est qu'Emmanuel Macron a réinstallé. Alors je n'en ai pas souvenir parce que je suis de 86, mais ça semble avoir des échos avec tout ce que j'ai lu de la période euh, immédiate du pouvoir de Mitterrand. C'est d'ailleurs quand on disait dans toutes les rédactions, par exemple, quand le Parti socialiste décrétait qu'il fallait, je cite, des hommes à nous partout. Et Macron semble avoir remis ça en place parce que je ne me souviens pas de ça sous Sarkozy, de ça sous Chirac, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de peur qui s'instille par la parole présidentielle et tous les partis, y compris d'opposition, se norment à partir de ça. C'est-à-dire qu'on peut-être, est-ce que vous observez ça? C'est-à-dire, grosso modo, Macron redevient une sorte de trou noir au sens astrophysique du terme, de la vie politique française, et toutes les forces. Disparition, si je comprends bien. Comment? Capacité d'aspiration et de disparition, c'est le premier Voilà, pronom. c'est, si vous voulez, et, euh, et quand on voit aujourd'hui les partis qui se sont opposés à lui, Républicains, Reconquête, RN, quelques autres, on peut dire exactement ça du Parti socialiste qui lui radicalise le programme de Macron aujourd'hui en la personne du fils Glucksmann. Euh, Est-ce que fondamentalement, tout le monde ne devient pas macronisable dans la vie politique française telle qu'elle est?
Il y a deux choses, je crois, dans ce que vous dites, si je comprends bien votre interrogation. La première, c'est une pratique du pouvoir qui est une forme de népotisme, en tout cas de clanisme objectif, avéré, et qui est caricatural depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron aux affaires. Je crois Où qu'il il s'en compte... cache même pas pour le coup. Non, non, il n'a jamais tenté de s'en cacher, ça prend deux formes. La première forme, c'est effectivement, il faudra regarder en détail, j'ai pas fait l'exercice et j'ai pas cette information, mais il faudra regarder le nombre de personnes de ses camarades de promotion de l'ENA qui sont aujourd'hui à des postes de responsabilité publique élevés nommés par lui. Ce serait certainement assez instructif. Premier élément, donc c'est une forme de népotisme ou de clanisme positif. Le deuxième élément, c'est ce que disent un certain nombre de journalistes, en tout cas depuis longtemps, depuis 2017, depuis l'été 2017, quand on a commencé à revoir les accréditations à l'Élysée, les accréditations pour l'accompagnement des déplacements présidentiels. Euh, Toutes les rédactions peuvent témoigner du fait qu'il y a eu un écrémage assez prononcé, et beaucoup d'entre elles peuvent témoigner aussi que ce qui n'existait plus depuis longtemps, en tout cas pas sous une forme aussi brutale, des coups de téléphone énervés de tel ou tel membre d'un cabinet ministériel à un directeur de la rédaction d'un journal pour dire que c'était pas possible de publier des papiers critiques ou des choses comme ça. C'est-à-dire des pratiques qu'on avait qui étaient certainement actives tout le temps, parce que le pouvoir, mais en tout cas pas de manière aussi ouverte, de manière aussi assumée, comme on dit, et donc une volonté de réduire au silence par la trouille, finalement, tous ceux qui étaient des opposants potentiels. Donc ça, c'est la constitution d'une sphère d'affilée, d'une certaine manière, par agrégation pour ceux qui sont des amis ou par rejet comment dire, expulsion, bannissement et ostracisme au sens grec du terme de tous ceux qui étaient des opposants possibles. Et puis il y a un deuxième élément qui est idéologique, celui-ci, c'est d'une certaine manière le triomphe de la doctrine néolibérale, qui a pour le coup infesté à peu près tous les esprits, particulièrement ceux de la droite française, au point que on a pu entendre des choses assez curieuses. Euh, Comme par exemple un certain nombre de journalistes qui expliquent, je l'ai encore entendu il y a quelques jours, que Macron a fait des réformes auxquelles même Sarkozy n'aurait pas rêvé. Pour avoir été assez actif dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy au Parlement, puis avoir suivi de près la campagne de François Fillon, dont j'ai été un des porte-parole en 2017, je peux vous assurer qu'entre le programme de François Fillon et celui d'Emmanuel Macron, il y a plus qu'un précipice. Enfin, c'est exactement pas le même monde. Mais facialement, à partir du moment où vous entrez dans la logique qui autorise le marché à devenir l'archétype, ou en tout cas le modèle supérieur de toute forme de relation, d'organisation sociale ou politique, etc., vous entrez dans... D'abord, on pense que c'est de droite, mais il n'y a pas que cette droite-là. Moi, je suis d'une droite qui est conservatrice et sociale. J'ai rien à voir avec le néolibéralisme, ni de près ni de loin. Mais on a considéré qu'effectivement, ces formations ont considéré qu'il fallait abandonner ou laisser de côté leurs jambes conservatrices pour ne permettre uniquement à leurs jambes libérales ou néolibérales de fonctionner et de les faire avancer. L'évolution de la droite française s'explique par comment dire, c'est à la fois cet abandon et cette conversion plus ou moins assumée, plus ou moins consciente au système néolibéral. Quant à la gauche, elle s'est convertie aussi au néolibéralisme, mais pour un autre motif, c'est-à-dire que je l'ai vu entre 2007, un peu avant d'ailleurs, mais plus précisément entre 2007 et encore plus sous le quinquennat de François Hollande, entre 2012 et 2017, abandonner de manière plus ou moins explicite ou plus ou moins consciente tout ce qui était de l'ordre du collectif protecteur des individus, les collectifs de travail, les collectifs que sont les institutions, le mariage pour tous en étant une caricature entre toutes, au profit de l'affirmation des droits individuels, des désirs individuels auxquels la société devait répondre, ce qui est en principe pour la gauche historique quelque chose qui ne devrait pas exister, puisque la gauche c'est d'une certaine manière le contraire. On se rappelle que pour les communistes des années 1950 ou de l'après-guerre, euh, je prends cet exemple-là parce qu'il est extrêmement révélateur, le droit à l'avortement était considéré comme une chose petite bourgeoise, parce que précisément, il y avait une forme de primat de l'individu sur la classe ou sur la caste qui ne pouvait pas coller. Donc cette double conversion, cette convergence vers le système néolibéral fait que
tout le monde semble s'y retrouver, tout le monde a l'air de considérer que ce qui prime dans le néolibéralisme, c'est la liberté. Ce qu'on n'a pas très bien compris, c'est que ce qui prime dans le néolibéralisme, c'est la fabrique du consentement, c'est-à-dire la manipulation et la coercition. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le plus étonnant, c'est que même des esprits éclairés ou éduqués de la droite française ne s'en rendent pas compte. Justement, là, il y a plusieurs choses que vous avez soulignées. C'est, premièrement, ce duo entre coercition et, disons, ingénierie des perceptions. Et s'il y a bien, s'il y a bien deux sujets sur lesquels ces dernières années ça a joué à plein, et je dirais même pour le second, ça a joué à plein tout le long de son histoire. Donc le premier, ça a été la privation de liberté publique sur l'ordre sanitaire. Bon, là où une, on a vu, si vous voulez, une sorte de mandarum ou de temple solaire en, en petit, si vous voulez. Moi, j'ai travaillé par hasard d'études sur les sectes-tueux. Je peux vous assurer que c'est le même type d'ambiance. Et ça se termine d'ailleurs tout aussi mal. Et surtout, s'il y en a un pour l'avoir vécu, moi j'étais en poste au Parlement européen pendant 5 ans, là pour le coup, vous êtes en plein dans cette ingénierie coercitive. Euh, et ça, c'est un point qui est fabuleux, si vous voulez. Bon, objectivement, le, pour quiconque connaît Bruxelles, euh, on voit ce qu'est un fonctionnement sectaire d'une institution, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les institutions, ou même mondialistes. L'OTAN ne fonctionne pas comme ça. Aussi parce qu'à l'OTAN, vous avez des professionnels quand même. Vous avez des gens qui savent qu'on ne court pas plus vite qu'une balle. L'eurocrate, lui, pense que la foi dans les pères fondateurs pourra lui faire échapper. Et surtout, et un système coercitif à base, ça, nous avions eu avec mon ancien patron des conversations intéressantes avec Klaus Welle, qui était le numéro 3 des institutions européennes, et qui disait lui-même que l'anticorruption était avant tout un correcteur idéologique dans les institutions où il était, et que d'ailleurs c'était pour ça que lui-même ne bougerait pas, et qu'un certain nombre d'autres ne bougeraient pas. Donc, objectivement, alors, même si l'ingénierie comment dire, l'ingénierie sur l'Union européenne semble de moins en moins marcher au fil des années, euh, comment on, comment on peut, et surtout à partir de quel cadre politique, disons, restaurer le droit à, comment dire ça? Le droit des individus à, comment le formuler? Leur droit à ne pas laisser l'ingénierie sociale entrer dans leur tête, si vous voulez, leur droit à l'autodéfense intellectuelle, si vous voulez, à l'autodéfense intellectuelle et morale. C'est, si vous voulez, parce que ça, là, Bruxelles a encore frappé il n'y a pas très longtemps, vous l'avez vu sur le texte sur l'enseignement de l'histoire. Donc, qui, je le rappelle, n'est pas une compétence communautaire, mais c'est pas grave. L'attribution de compétences, c'est ce qui est à elle est à elle, ce qui est à vous est négociable. Tous ceux qui ont étudié l'Union soviétique voient à peu près de quoi je veux parler. C'est ça. Donc, si vous voulez, comment on protège des individus et à partir de quel cadre politique, sachant, enfin, voyant le type d'institution que nous avons en face de nous, comment on protège les individus de ces gens-là? Parce que aujourd'hui, c'est plus de sauver l'Europe, le thème, c'est sauver les gens de l'Europe. Oui, assez largement. Il y a plusieurs dimensions, je pense. La première, c'est que la protection de l'esprit, elle se fait par l'éducation de l'esprit. C'est-à-dire par le fait d'apprendre, d'éduquer les tout petits, hein, à avoir un jugement sûr, un esprit critique, à, comment dire, à regarder le réel plutôt que l'image qu'on s'en fait. Enfin, il y a plusieurs choses qui relèvent d'une éducation intellectuelle, purement et simplement, de la formation du jugement, ce qui renvoie à l'état de notre système éducatif qui est ce qu'il est, et
de manière parallèle, c'est le cas de le dire, à la volonté d'un certain nombre de familles, en recourant à l'enseignement hors contrat ou à l'enseignement à domicile, de protéger leurs enfants contre ce qu'ils pensent être une espèce de bouillie, justement, qui n'apprend rien à personne et qui ne protège personne de rien. C'est exactement ce que vous décrivez. Ça, c'est un travail qui relève de, comment dire, des politiques nationales et des relations entre l'État français, ses corps intermédiaires, les familles, etc. Donc on est à la fois dans le champ européen parce qu'on est en Europe, on va pas faire comme si on était 10 centimètres au-dessus du sol ou ailleurs, mais d'un autre côté, ça n'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, directement une compétence de l'Europe qui, d'ailleurs, je vous le confirme tout à fait, s'en attribue tant et plus, mais personne ne l'empêche, donc on ne voit pas pourquoi elle s'arrêterait. Le deuxième élément, il est politique et ça nous ramène dans le thème de la campagne électorale dans laquelle nous sommes engagés, Mhm. c'est-à-dire il y a une fonction d'alerte, d'information, comment dire, de réveil presque dans un certain nombre de cas auprès de nos concitoyens pour leur rappeler cette évidence que s'ils se laissent prendre à la fois un bout de leur esprit, mais surtout la possibilité d'exercer un certain nombre de libertés individuelles et collectives, alors plus rien n'est possible. Rien ne sert à rien, comme dit l'autre. Je vais prendre un exemple très précis que j'ai l'habitude d'évoquer dans les réunions publiques. Je suis favorable à l'élargissement, à l'assouplissement du système de référendum d'initiative citoyenne, partagée, populaire, enfin vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas possible, il faut que ça le devienne demain. Bien. Enfin, c'est pas possible. C'est dans les textes, mais c'est impraticable tel que c'est écrit maintenant. Mais à quoi servirait d'organiser des référendums de manière régulière si jamais la liberté d'expression est restreinte? Évidemment à rien. À quoi peut-il bien servir de déterminer, d'engager des politiques publiques, même sur des thèmes très importants, sur les politiques migratoires, sur la politique sanitaire, sur l'éducation, sur je ne sais pas quoi, si jamais par ailleurs les citoyens n'ont pas la liberté d'abord de prendre de la distance avec ces politiques et deuxièmement surtout d'en profiter comme ils le souhaitent. C'est ça le sujet. En ce sens, l'architecture, notre système, l'économie générale, comme on disait dans la langue classique de nos libertés, n'est pas seulement un élément de politique publique, c'est la condition sans laquelle il ne peut pas y avoir de vie sociale. Et la condition sans laquelle aucune politique publique ne peut être efficace et ne peut servir à quoi que ce soit. Conclusion, dès que vous abandonnez ou dès que vous mettez de côté, que vous omettez la défense des libertés individuelles et collectives de votre action politique, en fait, vous êtes en train de vendre une espèce de lessive qui n'a pas d'efficacité. Enfin, ça sert à rien. Euh, donc, je pense que la meilleure manière de protéger nos citoyens contre la mécanique de propagande, pour ne pas dire la manipulation des esprits, le formatage auquel, comment dire, les institutions européennes nous soumettent ou essayent de nous soumettre, c'est de se lever pour défendre nos libertés et de le faire par tous les moyens. Parce que si on n'a pas ça, on perd le reste. Donc il y a un enjeu d'éducation qui est de politique nationale, si j'ose dire, et qui irrigue d'ailleurs nos débats internes depuis longtemps. Sans beaucoup de résultats, faut le dire, hein, parce que ce système éducatif ne change pas beaucoup finalement. Et puis d'un autre côté, il y a un enjeu politique électoral immédiat qui est de dire, mais en sens, si vous êtes attaché à votre liberté, mais défendez-les. Et par contre-coup, défendez le 9 juin ceux qui défendent vos libertés, qui le font de manière constante et sincère depuis longtemps et qui considèrent que c'est important. Justement, il y a quelque chose par rapport justement au 9 juin. Je reviens sur un point que vous avez soulevé. Euh, Parce que sur la fameuse théorie de nous finirons par changer le monstre de l'intérieur. Bon, titre personnel, ma formation. Pardon? Il n'y avait jamais cru. Voilà. Si vous voulez, à titre personnel, bon, la formation assez raide que j'ai reçue de mes maîtres en termes de souverainisme dès que je me suis engagé, donc à 17 ans, fait que j'y croyais moyennement et objectivement, 2 jours dans les institutions européennes m'ont fini de me convaincre parce que l'avantage de ces gens-là, c'est que quand vous oubliez pourquoi vous ne les aimez pas, ils vous le rappelleront. Et, euh, et justement, c'est un discours que j'entends et qu'on a encore entendu sur CNews il n'y a pas longtemps, parce que je pense que
Il y a certains animateurs qui font aussi campagne pour certaines listes sans trop le dire. Ils disent, de toute façon, si vous y allez, certains groupes veulent le changer de l'intérieur, mais vous, comme vous ne voulez pas de l'Union européenne, pourquoi vous y allez? Moi, je peux témoigner d'une chose, c'est que le seul pouvoir, et c'est pour ça ce que Nigel Farage avait très bien compris, la seule chose qu'on doit à nos concitoyens vis-à-vis de l'Union européenne, c'est un devoir de blocage et d'alerte. Toute personne qui prétendra qu'on puisse faire autre chose ment. Il suffit de connaître les textes communautaires pour le savoir. Là, par exemple, le groupe ECR auquel veulent se rattacher un certain nombre de partis français, le groupe ECR aura au grand maximum 15% du Parlement, Oui, si tout va bien. si tout va bien. Et en plus, il faut être honnête, le terme même Parlement européen est trompeur parce qu'il renvoie à la tradition parlementaire National. issue du parlementarisme anglais classique. Or, alors qu'il est beaucoup plus proche de ce qu'il y avait en URSS, parce qu'on votait en URSS, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, et on votait pour quelque chose qui s'appelait le Soviet suprême. Et le Parlement européen en a tous les traits. À titre personnel, pour y être allé, disons que la soviétologie et l'étude des phénomènes sectaires, c'est-à-dire deux trucs qui étaient pour moi des modules, ont été le cœur de ma formation pour devenir conseiller politique là-bas. Donc, question, comment voyez-vous euh, un mandat européen pour les députés de la coalition? Euh, je vais répondre à votre question après avoir réagi à vos premières remarques. Il existe dans les traités européens, dans les textes, des capacités de constituer des majorités de blocage pour empêcher de nuire la Commission. Pas tout à fait pour l'empêcher de décider de ce qu'elle veut, en tout cas ralentir son mouvement et de temps en temps lui mettre des bâtons dans les roues. Mais les bâtons dans les roues, d'abord, ça s'enlève. Deuxièmement, on peut changer de roue. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Les textes existent. Sur le papier, ils rendent possible, comment dire, une forme c'est ça, d'empêchement ou pas d'impeachment à l'américaine, mais en tout cas, le fait de constituer des majorités de blocage pour empêcher la commission de décider de ce qu'elle veut. Ça existe en théorie, mais comme je dis d'habitude, théorie, c'est un pays dans lequel personne n'habite, donc en fait, c'est très joli sur le papier, mais c'est parfaitement impraticable. Deuxièmement, non seulement le groupe ECR s'apprête donc les conservateurs et réformistes européens s'apprêtent à constituer, alors 15%, vous êtes large, moi je vois plutôt quelque Voilà, chose entre 12%, c'est-à-dire c'est tout à fait. 80 sur 720. Si ça se passe correctement pour tout le monde, ce qui mérite encore examen, bien. Mais quoi qu'il en soit, même s'ils étaient cette quantité-là, je ne vois pas comment ils pourraient passer des accords de majorité avec le PPE qui va continuer dans sa ligne, que Madame van der Leyen soit élue à nouveau à la tête de la Commission ou son clone du PPE. La politique sera la même, il n'y a aucune raison qu'elle change, donc je ne vois pas comment le CR pourrait passer un accord au gouvernement avec des gens qu'il prétend combattre tous les jours. Troisièmement, tout le monde ne combattra pas le PPE et la présidence de la Commission à l'intérieur du groupe ECR, puisque les Italiens de Madame Meloni ont clairement annoncé un soutien à Madame van der Leyen. D'ailleurs, les Italiens mélonistes ont voté hier au Parlement européen, comment dire, le pacte migratoire présenté par l'Union européenne. Donc c'est pour vous dire si dans ce groupe ECR où il y aura grosso modo un tiers de Polonais, un tiers d'Italiens, un troisième tiers d'un peu tous les pays, et comme le cocktail de Fernandel, un quatrième tiers venu de on ne sait pas très bien où, comment dire, député un peu individuel sporadique, bon, vous faites pas un groupe d'opposition frontale avec ça, c'est pas vrai. Ça va davantage ressembler Il au faut groupe bien. socialiste sous la majorité de François Hollande avec 60 frondeurs qui mettent un bazar, mais alors innommable, et qui empêchent la majorité de gouverner en paix, parce que c'est ce qui s'est passé. J'en ai été le témoin, un peu amusé d'ailleurs pour tout vous dire, mais euh, et ils étaient frondeurs d'ailleurs pour d'excellentes raisons. Quand on est socialiste, on peut pas être d'accord avec la deuxième moitié du quinquennat de François Hollande, ça je comprends parfaitement. Au moins c'était cohérent. Les Italiens de Madame Meloni, ils sont cohérents. Madame Meloni a besoin de l'Union européenne pour mener les politiques et rétablir à flot, remettre à flot l'Italie, parce que sinon elle a plus d'argent, elle a plus rien, donc ils sont complètement dépouillés de tout.
comme je dis de temps en temps, on peut ne pas mordre la main qui vous nourrit, on n'est pas obligé de la lécher non plus. Comment dire, il peut y avoir une forme de juste milieu. Que Madame Mélanie défende les intérêts de son pays, c'est ce qu'on lui demande, elle a été élue pour ça, je peux pas lui en faire le reproche. Mais qu'on ne vienne pas me dire que, avec des gens qui soutiennent la politique de l'Union parce qu'elle en a besoin, ce que je comprends, et je ne suis pas italien, donc ça ne m'appartient pas, on ne mène pas des positions comment dire, et des combats frénétiques et très énergiques contre la politique de la Commission avec des gens qui sont d'accord. Enfin, il y a un moment, on fait un problème de cohérence. Donc, tactiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, les textes le prévoient, c'est le blocage de la Commission, mais ne fonctionne pas. Deuxièmement, les groupes qui pourraient éventuellement constituer des rampes de lancement pour des politiques d'opposition formelles à la Commission, et au moins, à défaut d'avoir la peau de l'institution, au moins que l'institution se comporte un peu mieux à l'égard des États membres, ça ne marchera sans doute pas beaucoup non plus. Donc, que reste-t-il? Troisième élément, dans des parlements qui sont très en dessous des prérogatives et des pouvoirs des parlements nationaux, pour marquer la culture d'un parlementaire national qui plus est à l'Assemblée, c'est-à-dire celle des deux qui a le dernier mot sur l'autre dans la Constitution française par rapport au Sénat. L'Assemblée nationale a l'initiative législative, elle a un pouvoir de contrôle sur le gouvernement, elle peut même le faire sauter si elle le veut par le biais des motions de censure. On peut contrôler l'exercice des politiques publiques, on peut mener les commissions d'enquête, enfin il y a quand même trois, quatre choses qui sont quand le Parlement français veut faire son travail, il le fait. Et il a des moyens, comment dire, qui la Constitution lui donne, qui sont assez larges. Il n'y a rien de tout ça au Parlement européen, pour être clair, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc je partage parfaitement votre avis. Je pense que l'exemple de Nigel Farage est un excellent exemple. On doit aller au Parlement européen avec la volonté d'alerter nos concitoyens sur ce qui s'y passe, de dénoncer les choses qui vont de travers, et Dieu sait qu'il y en a, et particulièrement tous les mouvements mécaniques de mensonges, de manipulation, pour ne pas dire de corruption ou de prévarication qui s'y déroulent, et on en a des exemples encore ces jours-ci. Et troisièmement, s'en servir comme d'un mandat classique électoral, avec la légitimité que donne ce statut pour alerter l'opinion publique et faire prendre conscience à l'opinion publique de la réalité des institutions européennes, du mal qu'elle fait aujourd'hui à notre pays et à son peuple, et donc petit à petit faire progresser l'idée, au minimum d'un référendum sur le Frexit à terme, et pourquoi pas d'une sortie définitive de cette union qui nous embarrasse plus qu'autre chose. Donc on s'achemine vers la fin de cet entretien. La question c'est, pour revenir à la campagne en elle-même, comment s'articule pour l'instant la coalition et comment la voyez-vous évoluer par rapport à disons, à une campagne qui, même s'ils la font débuter réellement le plus tard possible, c'est-à-dire, je pense les journalistes voudront que ce soit une campagne, à mon avis, assez éclair, qui en réalité prendra plus au pire des cas, vers la mi-mai ou le début mai, ce qui pour le 9 juin va être quand même une campagne rapidement expédiée. Comment vous voyez ça se mettre en place pour que la liste souverainiste puisse avoir le score le plus haut possible? D'abord, c'est vrai que traditionnellement, la campagne européenne, dans l'esprit des Français, elle dure 15 jours. C'est-à-dire, et pour certains d'entre eux, même, c'est beaucoup plus court. C'est-à-dire, elle commence le jour où on reçoit chez nous les professions de voix et les bulletins de vote dans l'enveloppe officielle du ministère de l'Intérieur. Le lendemain des élections, il y a même des gens qui ne savent pas qu'il y a eu des élections. Vous savez, c'est très curieux. Le mécanisme électoral psychologique du peuple français est quand même assez particulier de temps en temps. Ça dit d'ailleurs une forme de distance et de dépit par rapport à la chose publique. Enfin, tout ça sont des choses parfaitement identifiées, très connues, je n'y reviens pas. Donc la campagne sera courte dans l'esprit des gens. Ça ne, ça ne nous empêche pas, ça ne doit pas nous empêcher d'être présents sur le terrain. La première chose que nous faisons, c'est d'aller à la rencontre de nos électeurs. Moi, j'y suis de manière permanente, hein, parce que d'ailleurs, Florian Philippot, de la même façon, enfin, nous n'arrêtons pas d'avoir des réunions publiques un peu partout, dans toute la France, tout le long de l'année. Donc, nous allons continuer avec une intensification de ces réunions publiques d'ici le 9 juin. Florian a dû aujourd'hui en programmer avec ses équipes, je pense, une quinzaine. Pour le moment, moi, je m'apprête à en finaliser à peu près une douzaine pour le moment là aussi. Donc on arrivera à la fin du compte à probablement plus ce que les autres codiciers vont pouvoir eux-mêmes générer comme événement ou comme relation locale ou comme
choses locaux. Enfin, on va arriver à plusieurs dizaines d'événements, de réunions, de rencontres, comme dans n'importe quelle campagne électorale, avec un point particulier, un accent particulier mis sur la presse quotidienne régionale, qui d'abord aime bien qu'on vienne lui parler, ce que ne font pas tous les candidats, et deuxièmement, qui aime bien, là aussi, avoir un peu d'actualité dans leur périmètre géographique. Et effectivement, nous allons plutôt nous déplacer aussi dans les campagnes, faire attention à cette ruralité qui est un peu oubliée de tout le monde. Et en tout cas, les candidats de notre formation politique VIA qui seront candidats sur cette liste, pour beaucoup d'entre eux, viennent justement de ces territoires ruraux et comment dire, et du dehors des métropoles qui sont qui concentrent un petit peu tout. Vous parliez de trou noir tout à l'heure à propos du macronisme. On peut considérer que la métropolisation du territoire français a aussi un effet de trou noir pour les territoires qui sont en dehors. Bon. Ça, c'est très net, oui, oui, tout à fait. Donc nous allons essayer de traiter tout ça. Et puis faire le tour, là encore, comme je l'évoquais tout à l'heure, des médias alternatifs et des, comment dire, et des médias non mainstream, pardon pour cette très laide expression, parce que je pense d'abord qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent, et particulièrement dans la nébuleuse souverainiste qui est très active, comme vous le savez, et tout à fait dense, d'ailleurs, empreinte elle-même d'une assez grande diversité, pour le coup, quand on la connaît un petit peu, ce qui est mon cas. Donc tous les moyens sont bons pour faire connaître cette liste et ces thèmes de campagne. Sommes sur le point de finaliser, comment dire, un premier document qui sera notre profession de foi pour présenter un peu les thématiques générales à nos électeurs. Et voilà, donc par les moyens habituels des campagnes électorales, nous allons faire comme ça. Et nous comptons bien sur le relais de beaucoup de nos amis, mais je me rends compte, depuis que nous avons fait cette annonce la semaine dernière, maintenant, ça fait à peine une semaine, et la conférence de presse à laquelle nous participions ensemble a eu quand même un certain écho, y compris dans la presse nationale principale, ce qui était d'ailleurs assez normal, puisque ça fait une liste qui s'inscrit dans le combat politique, donc c'est cohérent, mais voilà, je vois que elle a provoqué aussi des réactions chez tout un tas de gens qui nous suivent Moi, de peu. ça m'a surpris, hein. Je vous le dis, moi, j'ai été très surpris de que des retours de la conférence de presse. J'ai été très surpris que certains médias centraux euh, disons, osent, enfin, en parlent, et en parlent d'ailleurs avec, certes, souvent un rapport, disons, de minimum fait, mais sans acrimonie particulière. C'est ce que j'ai constaté, c'était la plupart du temps objectif, assez factuel. La dépêche AFP d'ailleurs elle-même l'était, donc comment dire non, non, on peut pas dire que l'accueil ait été particulièrement mauvais. Mm. Ensuite, à nous de faire valoir dans cette campagne des choses qui sont des spécificités de notre liste. La première d'entre elles, ce sont les thèmes que nous nous apprêtons à défendre et dont on a parlé tout à l'heure. La deuxième, c'est que ce sera, en tout cas de ce côté de l'échiquier politique, la seule tentative et volonté de rassemblement qui sera illustrée par la présence d'un certain nombre de mouvements, d'organisations, de personnalités, comme vous l'évoquiez là encore il y a quelques instants. Puis la troisième, c'est une liste de cohérence. Je veux dire par là que il y aura peu d'autres listes sur lesquelles, comme c'est le cas sur la nôtre, il y a une convergence de vues, de thématiques, d'engagement. Cette convergence est par ailleurs une constance de nos différents mouvements, à quelques nuances d'appréciation près. Mais globalement, les gens qui sont sur cette liste ont le point commun d'être d'abord des combattants, des gens qui sont fidèles à ce qu'ils croient et qui n'en dévient pas quelques désagréments que ça puisse leur procurer, qui ont payé de leur énergie, de leur temps et parfois davantage la cohérence de leur combat. Et je pense que ce sont des caractères auxquels beaucoup de Français peuvent être sensibles, pour peu qu'ils le sachent. Donc notre responsabilité, c'est effectivement de faire en sorte qu'ils le sachent. Mais je suis très confiant moi, sur cette liste, et de toute façon, vous savez, euh, euh, quel que soit le résultat, nous aurons la satisfaction d'avoir défendu ce que nous croyons et d'avoir fait honnêtement, sincèrement et avec esprit de vérité et de justice devant les Français. À partir de là, il ne peut pas nous arriver grand-chose, voyez-vous. Donc il faut que
les Français soient aussi au rendez-vous de leur propre destin. Nous leur proposons de reprendre leur destin en main, de redevenir maîtres de leur avenir, davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui. Certes, c'est un peu plus difficile que de se laisser porter par le flot en espérant que ça va bien se passer, mais il y a trop d'éléments qui nous disent aujourd'hui que si on se laisse porter par le flot européen, ça se passera bien. Ça ne se passera pas bien. Et donc nous sommes là pour dire aux Français, reprenez votre avenir en main, faites-le avec des gens comme nous qui sommes prêts à continuer à nous battre à Strasbourg et à Bruxelles pour ce faire et pour défendre vos propres intérêts. Et votez le 9 juin, votez pour ce que vous croyez. Le 9 juin prochain, il n'y a pas de vote utile. Le seul vote utile, c'est celui de ses convictions. C'est ce que je dis à toutes les élections, mais ça n'a jamais été plus vrai que maintenant. Merci beaucoup, Jean-Frédéric. Merci beaucoup et à très vite. À très vite. Au revoir, merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.